Donc, mesdames, nous allons discuter ensemble. Donc, j'ai une première question pour vous. Donc, la table ronde va durer 1 heure. Si vous voulez, public, poser des questions ou engager la conversation, simplement à m'écrire de manière personnelle dans le chat. Et je vais tenter du mieux que je peux de poser également les questions puis de vous accorder une voix dans cette discussion-là. Donc, une première question. Comment les initiatives en matière de prévention des violences à caractère sexuel ont-elles évolué depuis l'entrée en vigueur de la loi visant à prévenir et combattre les violences à caractère sexuel dans les établissements d'enseignement supérieur? Oui, bonjour. Ça me fait vraiment plaisir aujourd'hui d'ouvrir ce colloque. Pour vous mettre un peu en contexte, là, d'abord, le collectif social, c'est un organisme à but non lucratif qui a pour mission de déployer, de soutenir la réalisation, d'initiatives de nature communautaire ou sociale qui répondent à des besoins des communautés, des établissements d'enseignement supérieur. Donc, d'ores et d'emblée, en fait, là, toutes ces initiatives-là en matière de prévention des vagues dans les établissements d'enseignement supérieur, ça prend racine dans un mouvement social qui vient à la fois des demandes étudiantes puis du mouvement MeToo. On pense notamment là, à Sans oui, c'est non. Donc, vous avez peut-être déjà vu le logo, entendu parler, qui remonte à 2014 déjà, là, puis qui a été lancé par l'Association étudiante du campus de l'Université de Montréal, donc la FECUM. Puis ensuite, s'en est suivi une série de pressions étudiantes sur le gouvernement provincial pour qu'il y ait des actions qui soient prises. Puis tout ça, en fait, l'adoption de la loi, le déploiement des politiques institutionnelles qui ont suivi, en fait, ça a encouragé des discussions qui étaient ouvertes, des témoignages, puis une prise de conscience accrue des préoccupations liées aux violences à caractère sexuel. À ce moment-là, en fait, le milieu étudiant a su convaincre le gouvernement provincial de se positionner contre les violences. Puis c'est dans ce contexte-là qu'est née, en fait, la loi visant à prévenir puis à combattre les VAX étant violence à caractère sexuel dans les établissements d'enseignement supérieur. Puis tout ça a donné vie à 2 politiques publiques misant sur la prévention, l'éducation puis l'intervention. L'entrée en vigueur de cette loi-là, puis l'adoption des politiques institutionnelles dans chacun des établissements, ce qui est intéressant, en fait, c'est que le discours de base, c'est l'affaire de tout le monde. C'est l'affaire de l'établissement qui déploie sa politique institutionnelle. C'est l'affaire également des ressources spécialisées qui ont été embauchées au suite de l'adoption de ces politiques-là. Des ressources spécialisées en violence sexuelle qui sont porteuses de dossiers puis qui doivent non seulement mettre en application les exigences de la loi, mais aussi agir comme des ambassadeurs puis des ambassadrices pour soutenir leur établissement, puis un peu indiquer, guider comment chaque personne peut se saisir du dossier dans l'établissement. Un autre point qui est intéressant à soulever, là, selon moi, c'est que ce qui fait vivre la loi, c'est pas le texte législatif nécessairement, mais bien toutes les personnes derrière qui ont une vision, en fait, de ce à quoi ressemble un campus inclusif puis exempt de vax. C'est aussi, en fait, là, le désir d'assurer une diversité pour une représentativité des réalités. Donc, la loi en soi a pris rôle c'est un incubateur de ressources, d'engagement, puis ça va faire aussi un financement pérennisé pour, en fait, déployer cette vision-là. Puis, ce qui a permis de visibiliser, en fait, là, tu sais, ce que ce que j'aimerais vous dire aujourd'hui, là, puis ce qui est un peu le propos du colloque, là, c'est que la manière dont ça a évolué, c'est qu'avec le temps, on a réalisé que ça se passe pas nécessairement là où on pensait que ça s'appliquerait, tu sais, les violences sexuelles. Oui, il y avait une idée quand même claire là, au départ de à quoi ça ressemble une violence sexuelle en enseignement supérieur, mais ce que le temps nous a permis de comprendre aussi, c'est que ça se passe aussi dans des milieux où on pensait pas nécessairement que ça aurait lieu. Donc, des équipes sportives, dans les milieux de stage, dans les activités socio-culturelles, dans les congrès, les instances de recherche. Puis, je vous dirais que ce qui nous distingue comme réseau également, c'est le fait qu'on a à cœur le développement des connaissances, puis d'une expertise en recherche. Puis tout ça, ça va occuper une place qui est structurante, en fait, dans l'élaboration d'initiatives de formation, de prévention, de sensibilisation. C'est une approche qui est intéressante dans la mesure où bâtir des programmes d'intervention, de sensibilisation, de formation sur des données probantes, ça donne lieu aussi à
des pratiques évaluatives intéressantes qui peuvent mettre en lumière des besoins qui peuvent passer sous le radar sociopolitique, comme par exemple les besoins des personnes issues de la diversité sexuelle et de genre. Puis je conclurais peut-être là, cette ouverture en disant qu'en regardant vers l'avant, on se trouve un peu en ce moment à la croisée des chemins, puis on voit que l'approche de la recherche-action, de la recherche-intervention devient de plus en plus intéressante parce que c'est une approche qui est ancrée dans les besoins des communautés, qui donne la parole aux communautés, puis qui sert aussi à répondre à justement des besoins qui sont singuliers, puis qui sont uniques. Donc voilà, ce serait mon intervention sur cette question. Merci Noémie. J'ai une petite question avant de donner la parole à Véronique. Est-ce que le collectif social est également engagé auprès des cégeps? Oui, le collectif social, en fait, là, on travaille autant auprès des personnes étudiantes, comme par exemple les associations étudiantes, que les cégeps et les universités. Donc, on pourra en reparler un peu plus tard, là, mais on offre également là, de la formation, des activités de sensibilisation aux membres du personnel d'un établissement, par exemple, et on travaille très étroitement avec les établissements d'enseignement supérieur en offrant des initiatives sur mesure là, qui répondent à leurs besoins. Merci Noémie. Véronique, je t'invite à compléter la question. Donc, bonjour tout le monde. Véronique Lareau, travailleuse sociale au Collège de Rosemont. Je suis dédiée au dossier des violences à caractère sexuel et j'ai mis sur pied, sous les bons conseils à cette époque-là, en 2017, de mon ex-collègue Habib, qui dirige maintenant les RIPI, la table intersectorielle sur les violences à caractère sexuel en milieu collégial. Cette table-là, elle est en milieu collégial, mais ce qu'il faut savoir, c'est que elle se veut vraiment intersectorielle. Je l'ai voulu comme ça parce que je crois que tous les acteurs, toutes les actrices qui font partie de notre société peuvent contribuer à combattre ce type de violence-là, à davantage sensibiliser. Donc, au sein de la table, là, on parle d'initiatives. Ben, c'était une des initiatives qui a été mise sur pied rapidement quand le dossier des violences sexuelles, là, je pense que ça faisait comme 3 mois que j'étais en poste à l'époque quand j'ai lancé cette table-là. J'étais un petit peu naïve dans mon projet, me disant, bon, quand même, ça va être tout petit, on va pouvoir mieux se concerter. Et maintenant, on a au-dessus de 250 personnes provenant des cégeps, universités, organismes communautaires, DPJ, milieu privé aussi, qui contribuent de façon très riche à cette table-là, qui se rassemble 3 fois par session, donc 6 fois par année. Je vous dirais euh, que ça donne vraiment un espace important pour justement développer des initiatives en milieu collégial ou même en milieu universitaire ou au niveau communautaire aussi. Oui, effectivement, on travaille avec le collectif social et bien d'autres regroupements. Mais ça permet à tout le monde de prendre parole, justement, et de pouvoir se parler et de ne pas travailler chacun dans son coin. La volonté, là, vraiment, derrière cette table-là, c'était que les gens puissent se parler, qu'on puisse. Puis, il y a vraiment une richesse au sein de la table, c'est-à-dire qu'on peut vraiment partager des initiatives et les gens sont très généreux. Parfois, ils ont monté plein de projets. Ils les diffusent vraiment de façon gratuite. Ils ont travaillé des fois très, très fort. Parfois, ils ont payé de leurs institutions, là, parce que chaque institution a des budgets par rapport à ça. Donc, la loi, au niveau de la loi puis des initiatives, ça a beaucoup évolué. D'ailleurs, récemment, on participait à un colloque national sur les violences à caractère sexuel avec le ministère de l'Éducation. Et on se disait à quel point ça a évolué depuis, il faut se le rappeler quand même, le 2017, c'est encore très, très récent. Donc, oui, ça a beaucoup évolué. On sera à même de vous en reparler là, un peu plus tard durant ce chapitre du colloque. Merci beaucoup. Il nous reste une petite minute si vous avez des questions ou si les autres panélistes veulent compléter la question. Sinon, on va se garder du temps pour les autres questions, il n'y a pas de problème. Mais je pourrais relancer peut-être sur une réflexion là Oui, aussi. vas-y. Oui, oui, tant qu'avoir le temps. Donc,
Un autre aspect qui est très intéressant aussi, je pense, dans l'évolution de la loi, c'est que au départ, il y avait cette espèce de vision-là de dire, OK, ben, comment est-ce qu'on peut répondre à toutes les obligations légales qui sont quand même nombreuses de par le biais, tu sais, oui, de l'établissement, mais aussi de la ressource spécialisée qui arrivait, puis qui devait non seulement s'approprier son rôle, mais également aussi répondre quand même à des obligations légales, puis faire vivre sur le campus une loi. Parce qu'un texte noir sur blanc, ben, ça dit ce que ça dit, mais après, ce qui en découle, c'est là que ça devient intéressant et tout. Puis, ce qu'on voit en ce moment dans le réseau, c'est si on veut, là, des interventions qui sont de plus en plus ciblées, OK, sur les besoins. Donc, on va cibler des besoins de différentes communautés, puis on va développer des interventions de prévention ou même, tu sais, d'intervention qui vont être adaptées aux besoins des personnes. Donc, c'est vraiment une approche qui est centrée sur les besoins notamment des personnes victimes, qui va justement permettre de tendre vers un milieu qui est plus sécuritaire, puis qui est conscient aussi que c'est pas tout le monde qui est aux prises avec les mêmes enjeux, les mêmes réalités, puis qui a la même vulnérabilité face à la violence à caractère sexuel. Merci beaucoup, Noémie, pour cet ajout. Ça met en place justement la deuxième question que je vous partage à l'instant. Donc, quelles sont les lignes directrices, les balises, des initiatives mises en place en matière de violence à caractère sexuel au sein de vos instances et établissements? Donc, ici, on voulait voir un peu, c'est quoi le raisonnement derrière? Qu'est-ce qui guide vraiment les initiatives? Donc, Véronique, je t'invite à commenter, s'il te plaît. Parfait. Donc, ben, en fait, c'est sûr que le fait de se concerter premièrement, se concerter entre personnes intervenantes, ça aide beaucoup. Entre personnes intervenantes, mais aussi parfois, ça arrive qu'on ait des étudiants qui participent aux tables aussi. Donc, on trouve que c'est vraiment très important de rallier tous ces gens-là. Mais les initiatives, il faut savoir aussi, peut-être que tout le monde n'est pas au courant, mais dans chaque cégep, chaque université, il y a vraiment des bureaux qui sont mis en place là, pour faciliter l'accès aux victimes, aux personnes survivantes. Vous allez voir, des fois, dans mon discours, je dis vraiment victime, survivante. Je passe d'un à l'autre parce qu'il y a des gens vraiment que le mot victime, c'est vraiment pas quelque chose auquel ils adhèrent. De par la portée, peut-être un peu plus, ils ont l'impression que c'est un peu plus péjoratif. Donc, je vais osciller des fois. Au niveau des initiatives mises en place, ben, c'est sûr qu'on se fonde aussi beaucoup sur la recherche. On a la chance de travailler avec la chaire de recherche sur les violences sexistes et sexuelles en milieu d'enseignement supérieur de l'UQAM. En fait, ça nous a beaucoup boudé hein, dans nos interventions puis dans la mise en place de programmes qui sont plus adaptés puis au niveau de notre réflexion. Parce que cette chaire de recherche-là, elle est très active et elle s'allie beaucoup à l'intervention terrain. Et elle a mis en place vraiment, elle a contribué par deux recherches très importantes. Donc, on parle de l'enquête ICIMU, de la recherche ICIMU. Vous pourrez peut-être aller voir sur leur site, là, très intéressant comme recherche, qui était davantage axée par la titulaire Manon Bergeron sur le milieu universitaire en 2016-2017 environ. Et en 2019, il y a de plus petite envergure, mais quand même très parlante. Il y a quand même 6000 personnes qui ont été interrogées dans une recherche qui s'appelle PIES. Donc ça, c'était vraiment en 2019. Ce que ça a fait ressortir vraiment, c'est des données vraiment très intéressantes sur le fait qu'en milieu d'enseignement supérieur, il y a une personne sur trois qui va avoir été victime de violences à caractère sexuel et qu'il y a des groupes très ciblés aussi qui ressortent de ces recherches-là. Donc, on parle des femmes, on parle des gens qui sont en questionnement au niveau de leur orientation sexuelle. On parle des personnes aussi appartenant aux minorités de genre qui sont davantage ciblées aussi. Les personnes aussi ayant un trouble, une difficulté ou un handicap aussi ressortent de cette recherche-là. Donc ça, c'est sûr que sur le terrain, nous, ça nous aide vraiment à cibler davantage. Sur le terrain, concrètement, les étudiants athlètes, on sait que dans des groupes très fermés, comme des étudiants athlètes où il peut y avoir des enjeux de pouvoir, on donne de la formation, on va à la rencontre de ces étudiants-là. On parle aussi des groupes socioculturels, théâtre, improvisation,
improvisation notamment, qui ont fait la manchette là, suite au mouvement MeToo. Il y a eu une grosse vague de dénonciations qui sont un peu parfois, je dirais, qui pourraient avoir peut-être, pour prévenir un peu l'omerta de ces groupes-là, qui ont une belle solidarité, je le dis tout le temps, mais il ne faut pas que ça soit au détriment de votre santé physique. De votre santé physique et psychologique. Ça, c'est important. L'association étudiante aussi. Donc, le personnel en institution aussi d'enseignement supérieur. Donc, tout ça est mis en place vraiment pour davantage bien cibler des groupes, mais évidemment aussi une sensibilisation de prévention qui est plus large. Moi, par exemple, au Collège Rosemont, je m'assure tout le temps idéalement que mes kits de prévention, ma sensibilisation vont à tout le monde. Et je m'assure aussi qu'on me voit, qu'on mette un visage humain sur cette prévention-là, cette sensibilisation-là. Je pense que c'est très, très important. Voilà. Merci beaucoup, Véronique. Pascal, homologue au Collège de Maisonneuve de Véronique, je t'inviterai à compléter la question, s'il te plaît. Bon matin. Donc, moi, c'est Pascal, comme Catherine m'a introduit. Moi, ça fait pas longtemps que je suis au dossier VAX au Collège Maisonneuve. Une chose que j'ai compris dès le départ, c'est que c'est important, comme Véronique l'a dit, de prendre la place dans l'espace public. Donc, d'offrir le plus de visibilité possible, d'en parler, tu sais, d'enlever un peu les tabous, puis de rendre le service accessible, qu'on puisse reconnaître comment accéder au service aussi, mettre un visage sur la personne qui peuvent soutenir les victimes survivantes. Puis, tu sais, je rebondis beaucoup sur des trucs que Véronique a dit, mais c'est aussi important, tu sais, de se concerter entre collègues, entre intervenants, intervenantes. Donc, ici au Collège Maisonneuve, on a deux intervenantes, intervenants au niveau interculturel. Euh, on va souvent discuter des enjeux qui sont plus présents dans la population étudiante, aussi dans l'équipe psychosociale. Souvent, tu sais, on va c'est ça, se concerter par rapport à des problématiques que certains étudiants et étudiantes peuvent avoir, puis vraiment faire un travail d'équipe pour répondre aux besoins de la population. Puis, c'est ça, tu sais, prendre de la visibilité, on pense aux populations plus marginalisées, donc les personnes, tu sais, qui se trouvent dans la diversité de genre, d'orientation sexuelle. Ça aussi, tu sais, c'est important tu sais, d'offrir de la représentation. Puis, pour que les gens, tu sais, se sentent à l'aise de venir chercher les services. Puis c'est ça, comme j'ai dit, on a aussi interculturellement, on essaie, tu sais, de mettre en place des choses qui vont aller plus chercher ces populations-là. Euh, c'est ça. Merci. Pour conclure cette question-là, j'ai une question qui vient du public. Donc, est-ce que ce serait possible d'avoir une définition des VAX et de ce qui a été considéré comme un VAX lors des recherches? Donc, c'est quoi la définition justement que vous entendez? J'avoue que c'est très large, mais vous, qu'est-ce que vous considérez comme VAX? Si vous voulez, je peux y aller. Donc, par violence à caractère sexuel au sens de la loi, là, on entend tout geste, en fait, à caractère sexuel qui va, en fait, être une conduite vexatoire quand on parle de, oui, c'est par le biais de pratiques sexuelles, mais surtout, en fait, aussi, qui vise la sexualité, donc l'identité sexuelle. Donc, on parle pas simplement de gestes, mais aussi, par exemple, de propos qui pourraient être homophobes, transphobes, etc. On parle de gestes, d'attitudes, de comportements et tout ça de manière directe ou indirecte. Donc, on peut parler aussi de harcèlement non-verbal. Bon, vous voyez, le spectre est très large. Puis ça, on pourra en reparler plus tard, là, mais ce qui est intéressant, en fait, dans la définition de la loi, c'est qu'elle traite de ce qu'on appelle les micro-agressions.
Puis elle les inclut dans la définition des VACS, ce qui n'est pas un copier-coller, par exemple, du harcèlement tel que défini dans la loi sur les normes du travail ou du harcèlement criminel, par exemple. Et donc, cette définition-là, avec le modèle, le Fitzgerald de 1995, qui divise en fait les violences sexuelles en 3 grandes catégories, sont un peu là, les concepts théoriques qui sont utilisés pour mener les recherches dans la chaire de recherche sur les violences sexistes et sexuelles dans les milieux d'enseignement supérieur. Réponse plus que complète, Noémie, merci beaucoup. Donc, on va passer déjà à la 3e question. Attendez. Donc, quels sont les angles morts possibles en matière de prévention des violences à caractère sexuel sur les campus? Donc, j'inviterai en premier lieu Marianne Fréchette à répondre à cette question-là. Oui, bonjour. Je voulais juste demander à Véronique si tu voulais ajouter quelque chose. Je voyais que tu avais la main. Vas-y. Merci. Ben merci. En fait, je voulais juste mentionner, je vous encourage à aller voir les 2 recherches. Je crois que le lien a été mis dans le chat. Mais en fait, au niveau de l'enquête pièce, qui est beaucoup ressorti, c'était davantage au niveau du harcèlement sexuel, des comportements sexuels non désirés. Ce qu'on entend par harcèlement sexuel, des regards offensants, des histoires ou des blagues sexuelles offensantes, comportements sexuels non désirés, par exemple des contacts physiques non désirés, des tentatives d'embrasser, des pressions pour sortir avec la personne malgré un refus. Puis surtout, ce qui est ressorti aussi, c'est au niveau de la coercition sexuelle, donc où ce qu'il y a des menaces, où ce qu'il y a comme vraiment une pression. Donc, on entend conséquences négatives devant le refus d'activité sexuelle, climat de peur devant le refus d'activité sexuelle. Donc, ça, c'est beaucoup ressorti au niveau de la recherche pièce. Donc, je vous rappelle, celle-là est en milieu collégial en 2019. Mais les constats au niveau de la recherche pièce puis SIMU sont sensiblement les mêmes, même si SIMU était davantage étendu là, au milieu universitaire, était de plus grande envergure. Mais les constats sont sensiblement les mêmes. Je vous invite à aller voir les recherches, très intéressantes et très bien vulgarisées. Voilà. Merci, Marianne. Oui, donc c'est ça, moi, Marianne Fréchette, je suis étudiante à la maîtrise en sociologie à l'Université de Montréal. Donc, par rapport à la question sur quels sont les angles morts possibles en prévention des violences à caractère sexuel, donc, en fait, dans mes recherches de maîtrise, je me concentre surtout sur les VACS en contexte de consommation d'alcool en milieu universitaire. Donc, la prévention des VACS, on le sait, puis ça a été dit depuis le début de la table ronde, mais de plus en plus documenté. Mais il existe peu d'études qui évaluent des programmes de prévention des VACS qui traitent de la consommation d'alcool. Donc, on a très, très peu d'études qui portent là-dessus. Puis, pour expliquer ça, il y a certaines études qui concluent qu'aborder conjointement l'alcool et les VACS, ça pose plusieurs défis pour les intervenants et intervenantes qui se disent, dans le fond, à l'affût de reconduire, par exemple, des normes qui vont banaliser les VACS en disant, bon, ben, l'alcool mène à la violence ou le fait de justifier un peu le fait d'en être victime ou d'en perpétrer par les effets de l'alcool. Donc, c'est ce qu'on retrouve présentement dans la littérature. Puis, on sait qu'un grand nombre de VACS, en fait, qui concernent la population universitaire et collégiale, d'ailleurs, se produit en contexte de consommation d'alcool. Il y a plusieurs études qui soulignent l'importance d'intégrer une composante portant sur l'alcool dans les pratiques de prévention des VACS. Puis, on sait aussi qu'il y a un sous-signalement des VACS en général. Donc, il y a beaucoup de motifs de non-dévoilement, mais on sait que quand ça se produit en contexte de consommation d'alcool, quand la personne victime ou la personne survivante avait consommé de l'alcool, souvent, ça va être un motif de non-dévoilement. Donc, il y a une honte vraiment rattachée au fait d'avoir été en état d'ébriété au moment des faits, même si on sait que la responsabilité repose toujours sur la personne qui est auteur de violences sexuelles. Au niveau des statistiques, là, pour vous donner un peu une idée, ce qu'on retrouve dans les études états-uniennes et canadiennes des 20 dernières années, c'est qu'il y a vraiment une majorité des cas de VACS qui concernent la population étudiante postsecondaire qui se produit en contexte de consommation d'alcool ou encore, les études vont dire que ça se produit à l'extérieur du campus, par exemple, lors d'événements sociaux ou d'activités festives. Donc, parfois, on ne va pas parler d'alcool exactement, mais on va dire que ça se produit en contexte d'événements sociaux ou d'activités festives. Donc, on peut penser qu'il y a de l'alcool impliqué ou d'autres drogues d'ailleurs.
Il y a une étude, par exemple, de 2010, donc elle date un petit peu, là, d'une université située dans la région de la Nouvelle-Angleterre, là, aux États-Unis, qui révèle que parmi les étudiantes et étudiants qui avaient déclaré avoir été victimes de VAX, il y avait 82% de ces cas-là qui s'étaient produits en contexte de consommation d'alcool ou de drogue. Puis on pense aussi souvent à tort là, que c'est le GHB qui est la substance la plus souvent impliquée là, ou présente dans les cas de VAX. C'est très, très, très présent dans les médias, mais en réalité, on sait que c'est l'éthanol en fait qui se retrouve, donc l'alcool là, qui se retrouve le plus souvent dans les cas de VAX. Euh, et donc, certaines études vont même qualifier l'alcool comme la principale drogue du viol, puis je le mets entre guillemets parce que c'est un terme qui est désuet, là. J'essaie de pas trop l'utiliser, mais c'est pour vous donner une idée un peu de ce qu'on retrouve dans les études. Puis au niveau du Québec, là, il y avait un rapport qui avait été publié en 2018 qui établissait un portrait des initiatives de prévention déployées dans 52 établissements collégiaux et dans 11 milieux universitaires. Puis il y avait seulement moins du tiers, donc 42 activités sur 150, si je ne me trompe pas, là, qui abordaient la composante alcool, donc qui abordaient d'une certaine manière la thématique de l'alcool. Donc c'est très peu. Puis parmi ces initiatives-là, on n'a pas vraiment, en fait, on n'a pas d'études formelles qui ont été faites sur ces initiatives-là. C'est-à-dire, quand je dis études formelles, on a seulement parfois des études plus informelles, donc au niveau de l'appréciation des étudiants et étudiantes qui ont participé, par exemple. Donc, on n'a pas d'études sur les retombées que ces programmes, ces initiatives, ces activités, ces formations peuvent avoir eues. Puis ce qu'on retrouve présentement dans certaines études, c'est que les intervenants disent qu'ils ont une réticence à aborder conjointement les VAX et l'alcool, comme je vous disais, par peur de renforcer des messages qui vont blâmer les personnes victimes ou qui vont excuser les auteurs de violences en justifiant par les effets de l'alcool. Donc, dans ce contexte-là, qu'est-ce qu'on fait? Quels sont les messages à développer, les meilleures pratiques, les meilleures approches, sans tomber non plus dans une approche moralisatrice par rapport à l'alcool? Puis comment rester aussi dans une approche de réduction des méfaits, parce qu'on sait que c'est ce qui fonctionne le mieux auprès des populations plus jeunes, puis d'ailleurs à l'ensemble de la population. Donc, puis aussi également comment faire en sorte de ne pas reconduire des raccourcis qui pourraient blâmer les personnes victimes. Donc, tout ça me mène présentement à... Je mène une recherche-action, en fait. Donc, comme Noémie, je pense, le mentionnait, qui est une des pratiques qu'on essaie de privilégier de plus en plus. Donc, dans le cadre de ma recherche de maîtrise, donc dans mon mémoire, je mène une recherche-action avec des actrices et des acteurs d'un milieu universitaire. Puis c'est ce qu'on tente en fait de creuser ensemble, de voir comment on peut aborder conjointement les VAX et l'alcool, puis quelles sont un peu les pratiques qui peuvent nous permettre d'être sensibles à tout ça. Puis ça me permet aussi d'avoir une meilleure idée de ce qui se passe en milieu universitaire. Donc voilà, ce serait tout pour moi. Merci, Marianne. Noémie, je t'invite à compléter, s'il te plaît. Oui, ben, en fait, Marianne, elle souligne un point tellement important là, sur les violences sexuelles puis la consommation éclairée, mais aussi sur les pratiques évaluatives. Là, puis c'est un peu dans cette idée-là là, que le collectif, il y a plusieurs années, le collectif social, là, a déployé une initiative de formation, OK? Des associations étudiantes, mais aussi des bars autour des établissements d'enseignement supérieur pour répondre aux besoins de former le staff à reconnaître et à agir lorsqu'il y a violence sexuelle et tout ça, en fait, dans une perspective de OK, mais où s'arrête le consentement lorsqu'il y a consommation? Puis comment est-ce que moi, je peux comprendre les signes, par exemple, que c'est le moment en tant que représentant étudiant, organisateur d'événements étudiants ou même staff de bord de justement répondre à ce besoin. Ceci étant dit, c'est une initiative à la pièce parmi quelques-unes, mais qui ne sont pas très nombreuses. Au collectif social, on a des pratiques qui sont des pratiques évaluatives qui sont basées sur des instruments de mesure puis de la littérature scientifique, mais évidemment, ce sont des études à grande portée. Donc, Marianne apporte un point très, très important à garder en tête. Ceci étant dit, il y a aussi d'autres angles morts importants là, à mettre en lumière. Notamment l'invisibilité de certaines formes de violence à caractère sexuel. Puis parmi celles-ci, je pense notamment à la cyberviolence sexuelle. La cyberviolence, ça a un effet qui est encore plus pernicieux en fait que certains autres types de violences parce que lorsque ça arrive dans un milieu physique, on peut physiquement quitter et trouver refuge. Mais lorsque c'est en ligne, en fait, j'ai envie de vous poser la question, à quel moment est-ce qu'on peut vraiment s'en sortir si ce n'est pas en se coupant finalement de son réseau, de son téléphone, de ses réseaux sociaux? Donc, en ce moment,
tu sais, sur Internet, on voit une montée du masculinisme, des discours haineux envers la diversité, puis même si on a tendance à percevoir ce phénomène-là de plus grande ampleur au secondaire, mais en fait, ces jeunes-là, dans pas très longtemps, ils vont arriver dans le réseau de l'enseignement supérieur. Donc, comment est-ce qu'on va pouvoir les accueillir avec, en étant prêts et prêtes avec nos activités de formation, de sensibilisation sur les cyberviolences sexuelles? Une autre forme de VAX qui est invisibilisée, ce sont les propos dégradants, les gestes abusifs envers les membres de la diversité sexuelle et de genre de la communauté. On voit qu'il y a quand même une hausse de l'intolérance, puis il y a aussi la présence de biais inconscients qui vont mener, sur base régulière quand même, à des microagressions, des comportements vexatoires, abusifs, sur lesquels, en fait, qui sont souvent banalisés. La définition élargie de la loi qui s'applique au réseau de l'enseignement supérieur, en fait, ce qu'elle envoie comme message, c'est un message clair de non-tolérance de ces violences-là. Puis, ça mène au déploiement de certains projets. Puis là, j'ai envie de vous partager, tu sais, que, par exemple, au collectif social, on a développé un projet sur les violences vécues par la communauté LGBTQA2S+. Puis ce projet-là, il a étonné quand même plusieurs personnes parce que quand on pense violence sexuelle, on pense souvent aux définitions, comme je vous ai nommé plus tôt, de la loi sur les normes du travail ou du harcèlement criminel. Puis on a tendance à pas nécessairement considérer ça dans la définition des violences à caractère sexuel. Donc ça, c'est un autre angle mort quand même important. Puis, le dernier, je vous dirais que c'est tous les enjeux qui sont sous-jacents à la sous-déclaration puis au sous-dévoilement des violences chez les personnes issues de la diversité. Donc, de manière générale, la donnée voudrait qu'on parle d'un 90% en fait des étudiants qui dévoilent pas vivre la violence sexuelle pour divers motifs. Par exemple, la crainte de représailles, la peur de ne pas être cru ou la crainte d'une mauvaise réponse institutionnelle à ce dévoilement-là. Mais par-dessus ça, il faut aussi ajouter les obstacles supplémentaires qui sont vécus chez la diversité, comme par exemple des expériences de stigmatisation puis de honte à plus grande ampleur, la culture du silence, la banalisation des violences sexuelles aussi, vécues par exemple chez la diversité sexuelle et de genre. Puis dans le réseau, on voit aussi qu'il y a une prise en compte qui est parfois insuffisante des communautés marginales. Vous comprendrez en nous voyant aujourd'hui notamment que le réseau des intervenants et des intervenantes, mais il est majoritairement blanc. Puis ça, en fait, c'est un obstacle à la réelle prise en compte des besoins. Puis on est rendu à un moment où on a besoin d'une représentativité puis d'une diversification des personnes qui travaillent dans les cégeps et les universités. Notamment, tu sais, puis si on se met dans la peau d'une personne étudiante, tu sais, c'est plus invitant, puis c'est moins, il y a moins de crainte de stigmatisation d'aller se confier à quelqu'un qui comprend vraiment notre vécu. Et donc, de diversifier ces vécus-là, ça offre des espaces aussi de résilience, puis de dialogue. Je conclus pour de vrai avec un dernier point, là, un dernier angle mort, c'est la formation structurante du personnel des établissements qui se trouverait sur un continuum. Donc, par exemple, au collectif social, on a une expertise qui se développe dans l'offre de continuum de formation. Donc, on travaille avec des établissements d'enseignement supérieur pour revenir à chaque année donner une formation différente. Puis, en fait, ça amène aussi cette perspective-là qu'il y a une différence entre former, par exemple, des personnes étudiantes sur les VAX et ajouter la perspective milieu de travail aussi. Donc, la formation des personnes intervenantes est très importante. Puis, en ce moment, on a des attentes d'intervention individuelle envers les ressources spécialisées, donc, par exemple, Véronique, mais il y a aussi cette attente-là que Véronique, par exemple, soit capable ou ait envie d'aller former divers groupes de son établissement. Puis le roulement, en fait, dans les personnes intervenantes, ça induit une certaine difficulté d'avoir une stabilité. Là, Véronique, on s'entend, c'est la doyenne. Elle est là depuis longtemps. C'est une personne très stable. Mais, mais il y a quand même un défi de répondre à toutes les exigences, tous les chapeaux. Ça induit une pression importante. Puis les moyens sont à géométrie variable partout dans la province. Donc, au collectif, en fait, nous, on aspire à être une ressource qui est stable, qui se bâtit avec les années en fonction des besoins pour que tout soit pas toujours à recommencer. Puis, étant donné que je parle de Véronique, mais je vais lui donner la parole. Voilà. Oui, j'aurais juste un petit quelque chose à rajouter au niveau des angles morts. Ce qui se discute aussi beaucoup, c'est le fait de s'adresser aux personnes autrices de violences à caractère sexuel hein, sur les campus. Ce qu'on voit beaucoup, puis même au niveau des campagnes de sensibilisation plus larges, c'est que souvent, ce qu'on lance, c'est
victimes, survivantes, population générale, femmes, protégez-vous, protégez-vous, tu sais. Mais c'est quand on s'adresse vraiment aux personnes autrices de violences à caractère sexuel. Je sais qu'il y a quelques années, là, il y avait SOS Violence conjugale, notamment pour la violence conjugale, qui s'était adressée là, dans une campagne publicitaire davantage aux personnes auteurs de violences conjugales. Mais je trouve que cette initiative-là, elle aurait pu vraiment être beaucoup plus. Je trouve qu'on n'a pas entendu assez parler. C'est sûr que je parle à ma petite échelle. Et je pense que de lancer le message aux personnes autrices aussi, de s'adresser à elles directement, pourrait avoir un impact aussi par rapport à nos interventions. Oui, je vois que quelqu'un dit dans le cadre de la F1, effectivement, c'est vrai, l'exploitation sexuelle, on parlait directement aux auteurs, c'est une bonne chose, effectivement. Mais je pense que ça vaudrait la peine de déployer ça davantage, au lieu de lancer tout le temps aussi le message aux personnes victimes survivantes, protégez-vous, protégez-vous. Tu sais, je pense que tout le monde a le droit à sa liberté, finalement, et tout, de sa sécurité morale et physique. Et il y a aussi les personnes témoins. On aurait avantage à davantage développer ce volet-là au niveau des témoins qu'on dit actifs, c'est-à-dire que quelqu'un qui est témoin de violence à caractère sexuel, des gens qui n'osent pas dire les choses. Puis je ne vous parle pas là, d'intervenir nécessairement directement parce que parfois il y a un aspect sécuritaire à tout ça, mais moi, au niveau de mes formations, au niveau de ce que je déploie dans mon milieu, c'est quelque chose que je trouve extrêmement important parce que c'est encore très cloisonné. C'est encore entre deux personnes. Tu sais, il y a quelques années, la violence conjugale, il y avait plus de personnes. Je vous parle souvent de violence conjugale parce que je viens du milieu des maisons d'hébergement, là, principalement, avant mon poste au cégep, mais on n'était pas nécessairement porté à parler de cet aspect-là. On se disait, ça se passe entre les quatre murs d'une maison, d'un appartement, ça reste de la sphère privée et tout. Alors que les recherches démontrent que vraiment, on peut intervenir dans certains cas de violence à caractère sexuel et que la personne qui vit directement les violences peut se sentir soutenue à ce moment-là, mais aussi que ça va avoir un effet, ça va avoir un effet aussi possiblement dissuasif aussi éventuellement sur les personnes, qui perpétuent ces violences-là. Parce qu'il y a comme une espèce de bulle sociale sécuritaire qui se forme, hein, de dire, ben, OK, je peux être vue, je peux être entendue, donc, tu sais, ça va être un petit peu moins invitant, disons, de permettre à ces gens-là là, d'agir. Donc, voilà, c'était mon petit grain de sel. Merci Véronique. Mais on va pouvoir revenir sur ce point-là dans le cadre de la dernière question là, sur les stratégies, justement, pour que tout le monde se sente concerné. Mais avant de sauter à ce point-là, on va aller avec la quatrième question. Entre-temps, j'ai eu, je ne sais pas si vous l'avez vu dans le chat, on dit que le projet GA à la Maison d'Haïti s'adresse aux jeunes hommes, que c'est vraiment inspirant, que ça semble fonctionner plus. Donc, je vous invite à aller voir leur page Facebook et Instagram. Donc, c'est une initiative là, vraiment plus locale et tout. Donc, on va aller à la quatrième question. Oups. Justement, est-ce que les initiatives partent généralement de la direction des professionnels ou des jeunes et des étudiants directement? Donc, c'est un peu à savoir, est-ce que c'est plus justement top-down, comme on dit en bon français, ou bottom-up? Donc, j'inviterais Pascal à répondre à cette question-là en premier lieu. Merci. Bien que les initiatives viennent, mettons, majoritairement des professionnels au psychosocial, j'ai remarqué qu'il y a aussi beaucoup de professionnels, tu sais, à l'animation étudiante qui vont aller chercher les ressources, puis nous consulter, puis vraiment faire un travail d'équipe pour répondre aux besoins des jeunes. Puis, il y a aussi des jeunes dans leur milieu qui ont un souci de rendre leurs espaces euh, c'est vraiment accueillants, puis qui ont un souci de prévenir les vax, comme j'ai les jeunes d'improvisation. Je sais que dans leur milieu,
excusez-moi, ils ont un système, je ne sais plus comment ça s'appelle, là, mais ils ont une page Facebook, puis ils ont des protocoles pour prévenir les vax. Puis ils m'ont contacté aussi pour former leurs équipes d'improvisation pour les tournois. Puis c'est ça, les jeunes, tu sais, ils ont de plus en plus le souci de, de prévenir, puis comment on agit quand on est face aussi à des personnes qui ont vécu des violences sexuelles. Euh, donc, ça serait ça pour moi. Merci, Pascal. Marianne, est-ce que tu veux compléter? Oui, donc moi, c'est ça, je mène une recherche-action dans un milieu universitaire, donc je connais un peu plus un seul milieu, là. Mais je pense que c'est ça, Véronique en avait déjà parlé un peu, puis serait peut-être mieux placée que moi pour répondre à cette question-là. Mais de ce que je connais du milieu où je fais ma recherche, en fait, il existe une panoplie d'activités, là, de formations, de programmes, de services aussi pour les personnes victimes, par exemple, pour signaler. Euh, Puis ça se base en général là, sur les meilleures pratiques de la connaissance au niveau scientifique, là. Puis aussi, comme je répète, là, mais comme disait, je pense, Véronique et Noémie, sur aussi tout ce qui est concertation entre les différentes universités, là. Donc, il y a vraiment des concertations interuniversitaires, ce qui permet aussi de savoir, OK, ce qui fonctionne un peu mieux pour certains, puis de partager un peu la bonne nouvelle et les bonnes informations, ce qui fonctionne le mieux plutôt. Il y a aussi, je sais qu'il y a des associations étudiantes qui vont dire, nous, on veut aller plus loin, on veut développer, par exemple, des meilleures pratiques dans nos événements. Qu'est-ce qu'on peut faire? Fait qu'ils vont aller contacter, par exemple, le guichet unique, qui fait partie un peu, si je comprends bien, là, toutes les universités ont un guichet unique depuis justement l'adoption de la loi 22.1, le guichet unique où on peut justement aller signaler une vax ou, par exemple, une situation de discrimination ou d'harcèlement. Ce qui permet aussi, c'est ça, aux associations de pouvoir être soutenues par un cadre, de dire, OK, c'est quoi les meilleures pratiques, comment on peut être soutenu. Puis, c'est ça, dans ce milieu-là, il y a quand même plusieurs formations qui sont données aussi aux associations par rapport aux événements spéciaux. Mais il y a clairement là, un besoin qui est exprimé, puis on le répète, là, par rapport à l'évaluation des retombées des acteurs et des actrices en prévention des vagues, c'est-à-dire que souvent, ils vont mettre en place plein de choses, puis, mais en fait, elles et ils ne savent pas c'est quoi les retombées de tout ça, puis c'est un peu dommage, mais c'est aussi très difficile d'évaluer, par exemple, les effets d'une campagne de sensibilisation comme ça, oui, c'est non. C'est difficile de savoir quels impacts ont eu cette campagne-là sur les gens. C'est difficile d'évaluer ça. Difficile d'évaluer aussi l'efficacité en prévention de la violence en général. Euh, donc, c'est ça. Ce que je vois, moi, c'est vraiment un besoin qui est exprimé clairement, puis ça se retrouve aussi dans la littérature au niveau des enquêtes SIMU et pièces, là, comme Véronique l'a mentionné, qu'il y a un besoin d'évaluer plus ce qu'on met en place, les initiatives. Euh, donc, ouais, je ne sais pas si Véronique, tu pouvais peut-être ajouter sur ce point-là, je m'en tiendrai ici. Oui, absolument. En fait, Marianne, tu as raison au niveau de l'évaluation, là. Puis on en parle de plus en plus parce que c'est ça, je vous rappelle qu'effectivement, c'est depuis 2017, fait que ça reste quand même encore jeune, mais tu sais, comme mode de fonctionnement, puis c'est gros à mettre en place quand même, là, quand on parle là, de guichet unique dans chaque cégep, chaque université. Ça va bon train, tout se déploie. On n'est pas parfait, on ne le sera jamais, mais du moins, il y a à cœur d'aller chercher des connaissances pour vraiment comme davantage cibler, davantage orienter. Et au niveau de l'évaluation, nos intervenants, nos personnes intervenantes sont vraiment davantage rendues là qu'avant. Notamment avec la charte de recherche, là, on a une formation qu'on peut suivre pour évaluer davantage nos initiatives, ce qui nous permet vraiment de moins travailler, là, de travailler de façon plus, je dirais, là, je cherche le mot, là, mais ça va être davantage ciblé, mais ça va être aussi, tu sais, ça sera pas là, on s'attardera pas nécessairement sur le superflu, on va pouvoir peut-être aller directement dans le sujet. Par rapport à ça, il y a Noémie notamment qui vous met là, le guide d'évaluation là, des interventions sur le chat, effectivement.
Pour répondre aussi, faire un complément à la question, je vous dirais que ben, c'est un travail de tous les jours que de permettre à nos milieux de se sentir complètement intégrés à cette loi-là 22.1, c'est-à-dire de se sentir concernés. Il y a effectivement des directions, puis des professionnels, puis des étudiants qui sont davantage, qui se sentent davantage concernés que d'autres. Mais je pense que de plus en plus, il faut que ça soit partagé par tout le monde parce qu'on le dit partout, puis c'est vrai, ça concerne tout le monde, les vax. Nous, au Cégep de Rosemont, je vous dirais que c'est par rapport aux stagiaires. Mes profs sonnent la cloche à tous les ans. Hey, Véronique, on veut la formation là, par rapport aux stagiaires qui vont œuvrer en milieu de travail. Donc, encore tout récemment, c'était un enseignant qui se sentait là, vraiment très interpellé par ça. L'an passé, c'était, puis l'autre année d'avant, c'était davantage encore des enseignants qui m'ont interpellé, qui m'ont dit, nous, on aimerait ça, là, vous recevoir justement par rapport au documentaire, là, Je vous salue salope, la misogynie à l'ère du numérique, de Léa Clermont-Dion et Guylaine Marois. On a pu recevoir là, les réalisatrices dans les salles de cours, avoir des discussions de fond avec les étudiantes par rapport au cyberharcèlement, par rapport aux cyberviolences. Donc, de plus en plus, les gens se sentent interpellés. Puis je vous dirais aussi que moi, à ma petite échelle, là, dans le discours des étudiants, là, vu que je suis là depuis le début, j'ai parti vraiment le dossier de zéro. Dans le discours des étudiants, des personnes étudiantes, je sens vraiment qu'il y a une progression au niveau de... tu sais, au début, là, c'était vraiment... fallait vraiment que je déconstruise que les violences à caractère sexuel, ça ne se résumait pas uniquement au viol de quelqu'un et que c'était pas seulement des contacts physiques, mais aujourd'hui, j'ai plus besoin nécessairement de le faire. Les gens comprennent que c'est davantage étendu. Donc, il y a une progression qui se fait tranquillement. Ça s'inscrit dans un mouvement social. Donc, parfois, les mouvements sociaux, c'est plus lent, mais je me dis des fois, c'est plus durable aussi quand c'est plus lent. Les prises de conscience sont quand même confrontantes parfois. Donc, ça s'installe tranquillement. Fait que j'ai bon espoir, là. Je suis optimiste de nature, mais j'ai bon espoir qu'il y a quelque chose qui est en train de se préparer là, concrètement. Merci Véronique, tu nous amènes justement à la dernière question pour conclure là, la table ronde. On est déjà à la fin, il nous reste 13 minutes. Avant de passer, par exemple, à la dernière question, il y a une question précisément peut-être pour Marianne là, qui pourrait répondre. C'est à savoir, en lien avec les résultats qui font valoir un lien entre la consommation, drogue, alcool et vax, je me demandais, du côté des victimes, fait-on allusion à leur propre consommation qui peuvent les mettre à risque de subir une agression en raison d'un consentement biaisé par l'effet de la substance addictive? Donc, est-ce que les recherches, de qu'est-ce que je comprends la question, tombent plus vers un victim blaming en raison de l'alcool ou... Ben, ça dépend. C'est sûr que moi, je me suis intéressée vraiment aux études qui portaient sur l'évaluation des programmes de prévention qui visent la prévention des vax, mais qui ont une composante portant sur l'alcool. Puis ça se déploie de différentes manières. Mais c'est sûr qu'il y a certains programmes qui visent, par exemple, un peu comme le disaient mes collègues, des populations qui sont plus à risque d'être victimes, par exemple. Puis évidemment, moi, j'ai toujours un malaise avec ça, puis on est plusieurs à avoir un malaise avec ça, ça peut tendre vers, OK, la responsabilité est entre les mains des personnes qui pourraient potentiellement être victimes. Puis là, ben, on pense souvent aux femmes, aux personnes, tout ce qui est personnes issues de la minorité des genres. Puis là, c'est c'est- c'est difficile aussi, cet aspect-là. Après, je pense que quand on voit les statistiques de vax en contexte de consommation d'alcool, il faut en parler parce que ça se passe, mais évidemment, il faut trouver les meilleures approches puis les pratiques qui sont adaptées. Mais il y a aussi, je voyais, c'est ça, dans le chat, il y a un programme, je pense, qui s'adresse seulement à des hommes, de ce que je comprends. Ben, ça existe aussi dans la littérature, ce qu'on retrouve des programmes comme The Men's Program qui vont s'adresser seulement à des hommes. Il y a aussi des programmes qui vont s'adresser seulement à des hommes qui ont une consommation excessive d'alcool ou qui ont dit avoir déjà perpétré des vax. Euh, c'est ça. C'est assez varié. Il y a aussi des programmes qui touchent seulement la population athlète. Mais oui, parfois, il y a des allusions au victim blaming, mais ce que je retrouve dans les études, c'est qu'on veut quand même essayer de s'éloigner de ça le plus possible.
comme on n'a pas vraiment de repères clairs en ce qui concerne la manière d'aborder conjointement les deux. Pour l'instant, on reste un peu dans le flou, là, puis c'est un peu ce que je tente d'élucider là, dans ma recherche. Merci, Marianne, pour la précision. Noémie, un petit mot? Oui, très rapidement. Dans le projet Commande un angelot, je vais vous mettre le lien là, dans le chat. Justement, quand on aborde la consommation, mais on va justement aborder aussi les mythes, tous les mythes liés à la consommation d'alcool et aux violences à caractère sexuel qui souvent vont mettre le blâme sur la personne victime puis déresponsabiliser la personne qui commet les violences sexuelles. Par contre, un autre aspect qui est vraiment important, c'est qu'il faut laisser derrière les idées stéréotypées de la violence à caractère sexuel aussi, là. Donc, gardons en tête que tout le monde peut subir et commettre des VAX. Oui, il y a des personnes qui sont plus à risque de subir, plus enclines à commettre, mais la réalité, puis surtout dans des contextes festifs aussi, c'est que la violence, elle est extrêmement banalisée. Puis, c'est important de responsabiliser les individus, puis aussi de leur donner des outils d'être des témoins. Puis ça, je pourrais revenir un peu plus tard à cet effet-là. Merci beaucoup, Noémie. Donc, je vous invite, mes chers panélistes, à tour de rôle, de prendre la parole pour répondre à la question. On est un peu à court de temps, donc je vais vous demander de répondre en 2, 3 minutes maximum afin de rentrer dans le temps. Donc, justement, quelle stratégie pourrait être mise de l'avant afin que tout le monde se sente concerné par cette problématique? Marianne, je t'inviterai à commencer, s'il te plaît. Oui, ben comme mes collègues l'ont dit, là, de moins travailler en silo, hein, de plus travailler en concertation. Dans le cadre de ma recherche-action, les actrices et les acteurs qui travaillent là, en collaboration avec moi me disent on apprécie vraiment ces temps-là pour justement se rassembler, discuter ensemble. Puis peut-être un ajout par rapport à ça, c'est pas seulement des personnes qui travaillent, par exemple, au guichet unique, qui vont se concerter, c'est des personnes de différents services ou directions, bureaux. Fait que c'est ce qui fait en sorte aussi que souvent, ben, on ne sait pas trop ce qui est fait ailleurs. On a une idée un peu des mandats, mais pas nécessairement de leur fonction puis au quotidien, ce que ces personnes-là rencontrent. Donc, ça permet vraiment de se rassembler, de prendre un moment puis de se dire, OK, voici ce que nous, on constate sur le terrain, voici ce qu'au niveau du service, par exemple, au soutien psychologique, on remarque plus au niveau individuel, en rencontre individuelle. Donc, c'est vraiment apprécié, puis ça permet de tenir compte aussi des angles morts parfois de certaines pratiques qu'on a si on travaille en silo. Puis, ce que je dirais aussi, c'est adapter les messages qu'on retrouve dans la théorie, plus au niveau de la pratique du terrain. Moi, je sais que souvent, je suis confrontée à, par exemple, je vais parler de culture du viol, puis on va me dire, ben, en fait, sur le terrain, c'est pas ce qui fonctionne bien. C'est-à-dire que la réalité, tu sais, c'est sûr que là, on est peut-être des personnes qui sont intéressées ici par le sujet, qui sont sensibilisées, donc, mais il y a des personnes avec qui, quand on va faire une formation, par exemple, on va utiliser culture du viol, ben, on les perd tout de suite. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire? Est-ce qu'on veut prévenir les VAX ou on veut mettre de l'avant tu sais, c'est ça, des termes qui peuvent faire en sorte qu'il y a des personnes qui vont être plus réfractaires. Donc, moi, ce que j'essaie de plus en plus utiliser, c'est la culture du consentement, même si des fois, c'est ça, comme je vous dis, ça vient bousculer un peu la raison pour laquelle mes valeurs, en fait, là. C'est ça. Donc, sinon, ce que j'ai entendu dire, c'est que souvent, on a l'impression aussi que les vagues, c'est de plus en plus, tout le monde sait c'est quoi une vague, c'est tout. Mais moi, les acteurs, les actrices me disent, ben, en fait, ce qu'on se rend compte sur le terrain parfois, c'est que on rentre dans la formation, tout ça, mais les gens nous disent, mais c'est quoi une vague? En réalité, c'est quoi? Fait que des fois, revenir à la base, à quoi ça peut ressembler, donner des contextes aussi, différents scénarios. Puis je pense que ça se retrouve un peu dans les formations obligatoires, on le voit, là, si vous allez voir les formations obligatoires, souvent sont disponibles sur YouTube ou sur le site, par exemple, de l'UQAM, il y a une formation obligatoire. Ça permet de voir des mises en situation qui sont très bien faites d'ailleurs. Mais je pense que c'est important aussi d'expliquer comment ça peut se produire. Puis, un aspect qu'on oublie souvent, c'est on va parler de formation témoin actif, témoin actif, témoin actif. On va dire aux gens, voici ce que vous pouvez faire, déléguer, faire une diversion, agir directement. Mais on va de formation de témoin averti, c'est-à-dire si on ne sait pas c'est quoi une VAX, tu sais, si on sait comment intervenir, mais qu'on ne sait pas quand intervenir ou à quel moment c'est juste d'intervenir, ben c'est un peu difficile. Donc, je pense que c'est un angle mort à tenir compte de plus axé sur la sensibilisation et la conscientisation par rapport à qu'est-ce qui est une vax. Puis aussi, ne pas oublier que, ben, comme je pense le disait Noémie, là, la majorité des vax sont commises par des personnes qui sont connues. Puis tout le monde doit se sentir concerné par ça.
Puis je pense que tout le monde aussi a un examen de conscience à faire. Puis on veut pas perdre dans les mailles du filet les personnes qu'on voudrait le plus toucher par la prévention. Donc c'est important, je pense, d'adopter un discours qui est plus axé sur la culture du consentement. Puis, ben, je voulais juste aborder vite fait là, le fait qu'au niveau des obligations légales que les universités et les cégeps ont là, par rapport à la loi 22.1, qui a été mentionnée plus tôt, là, euh, en réalité, c'est difficile de rendre obligatoire la formation qui est supposée être obligatoire parce qu'il n'y a pas de contrainte au fait de ne pas suivre la formation obligatoire, par exemple, pour les étudiants et étudiantes. Je sais que le personnel, c'est obligatoire à chaque année, si je ne me trompe pas. Mais c'est très difficile justement de rendre cette formation obligatoire-là. Donc, je pense qu'il faut aussi qu'on garde ça en tête, développer des stratégies pour faire en sorte que ce soit que plus de personnes en fait suivent ces formations-là, puis que ça touche tout le monde. Donc, c'est ça. Je pense qu'il y a aussi l'aspect, ce qui ressort aussi de ma recherche d'action, c'est euh, on a besoin de plus toucher le personnel aussi employé. Comment on peut faire en sorte que le personnel employé se sente concerné aussi par ces problématiques-là, parce qu'on sait que les VAX peuvent se produire aussi en contexte de consommation d'alcool, par exemple, dans des soutenances de thèse ou d'autres événements qui sont liés au contexte académique ou non, avec des profs, des directeurs, des directrices de thèse. Donc, voilà. Merci. Merci, Marianne. Véronique, Donc, en fait, je fais du pouce un peu ce que Marianne disait, là. Donc, c'est sûr que moi, je suis une fervente activiste de la concertation. Donc, je crois beaucoup à la concertation. Donc, continuer à se concerter. En parler dans nos milieux, en parler de façon vraiment articulée au niveau, oui, du consentement, je suis d'accord, mais effectivement, je suis d'accord avec toi, Marianne, de retourner à la base aussi, de ne pas oublier ça, de retourner à cette base-là pour s'assurer aussi que tout le monde part du même endroit. La preuve, c'est que je vais à la rencontre aussi de petits groupes. Ça, c'est quelque chose auquel je crois beaucoup parce que des fois, de parler de vax, c'est quelque chose d'intimidant. Je me rends compte parfois que même en petits groupes, des groupes qui se connaissent bien, les gens baissent le regard, il y a un malaise qui s'installe. C'est pas un sujet qui est facile à entendre. C'est pas quelque chose. Puis quand on s'adresse à une population, hein, on sait jamais qui a été victime, survivante. Donc, c'est important de tenir compte de ça. Donc, s'intégrer aussi à ce qui se fait déjà. Hein? Hein, des fois, là, on a plein d'initiatives qui dépassent, mais il y a des choses déjà qui se font dans nos milieux. Puis parfois, un party de session dans lequel on s'infiltre là, pour faire de la sensibilisation de façon relaxe, là, de façon qui rend ça accessible, qui rend ça comme. Tu sais, je vais vous donner un exemple. Tu sais, je pense là, à une intervenante qui avait décidé, elle, elle se promène, elle met un costume de dinosaure, puis la queue du dinosaure est extrêmement longue, puis elle se promène avec une pancarte, puis elle dit de façon humoristique, c'est pas parce que ma queue est encombrante qu'elle te donne le droit d'y toucher sans mon consentement. Et ça, au niveau cégep, en tout cas, tu sais, puis on distribuait des bonbons. C'était surtout une initiative qui se faisait, par exemple, à l'Halloween et tout. Euh, C'était quelque chose on a réussi à passer par l'humour, mais un humour qui est raisonné, là, où les étudiants, ils se photographiaient avec nous. Moi, j'ai porté moi-même le costume, là, j'ai repris cette initiative-là. Et les gens taguaient sur leur Facebook, MeToo, moi aussi, Collège Rosemont, non au vax. Ça fait boule de neige. Donc, il y a plusieurs portes d'entrée, plusieurs stratégies pour arriver là, à rendre ce sujet-là comme accessible, parfois peut-être un peu moins lourd, et diversifier aussi nos manières pour terminer là, d'aller chercher la population. Donc, pas hésiter à se dire, ben, OK, ben, tu sais, une campagne numérique, par exemple, d'affiches, c'est bien beau, mais peut-être que d'utiliser, par exemple, aussi telle activité, telle technique d'impact peut faire que ça va aller aussi chercher d'autres personnes. Donc, diversifier pour que surtout ce sujet-là ne devienne pas un sujet parmi tant d'autres, qui fatigue les gens. Hein, il y a plusieurs sujets qui sont importants au sein de notre société, mais il faut comme être capable de le doser d'une façon à ce que
les gens se sentent constamment interpellés, qui progressent dans ce cheminement-là de pensée, sans nécessairement que ça crée l'effet contraire de dire « Ah, pas encore ça ». Il y en aura toujours des gens qui vont dire encore « Pas encore ça, on a encore entendu parler ». Mais je pense qu'il y a moyen d'augmenter davantage d'évaluer davantage comment on va chercher les gens pour justement pas que ce sujet-là devienne un parmi tant d'autres. Voilà. Merci, Véronique. Donc, on va dépasser un peu la table ronde. Je vais vous laisser la parole, les deux dernières panélistes, inquiétez-vous pas. Donc, Pascal, je t'invite à conclure. Oui, ben, comme ça l'a été dit, c'est d'avoir vraiment de se concerter parmi les professionnels qui sont présents dans les collèges. Donc, je pense à avoir des personnes dans chaque département qui peuvent être des personnes ressources pour les étudiants et étudiantes. Quand on pense que les jeunes ils ont quand même un gros sentiment d'appartenance à leur programme d'études, à leurs activités parascolaires ou à leur groupe d'âge. Donc, de mobiliser aussi puis de sensibiliser les jeunes à être des personnes ressources, mais aussi qui peuvent, en bon français, call out les comportements de leur père. Donc, c'est ça, c'est important d'instaurer une culture de consentement, comme disait Marianne. Euh, donc, ça serait ça pour ma part. Merci, Pascal. Et finalement, Noémie, je te laisse le dernier mot qui va conclure la table ronde. Parfait, je suis gâtée, ouverture, fermeture. J'ai quelques points à vous soumettre. Le premier, c'est peut-être vous introduire au modèle de l'approche globale, donc en anglais, le Whole School Approach. C'est un modèle, en fait, qui nous invite à impliquer tout le monde. Donc, tout le monde est important. C'est important de savoir quand et à qui référer. Donc, si on pense par exemple à la personne qui fait l'entretien ménager le soir dans votre institution, votre établissement, mais même si on peut avoir tendance à banaliser son rôle, cette personne-là, elle assure une certaine présence sur le campus, puis elle a une position que personne d'autre peut avoir. Puis on a tendance à penser que c'est pas important, mais ce l'est. Puis cette personne-là doit être capable de se dire, ben, hey, quelque chose ne va pas en ce moment, puis doit savoir aussi comment aider. Donc, c'est de notre rôle de s'assurer que chaque individu dans un établissement, un peu comme un entonnoir, sait où référer lorsqu'il y a une situation problématique. Ça, Véronique en a parlé plus tôt, Marianne aussi, mais toute l'approche basée sur l'intervention des témoins, mais moi, j'ajouterais peut-être un peu comme Samuel l'a nommé, là, la lunette diversité-inclusion. Donc, c'est important aussi de transmettre, de développer des habiletés d'accueil de dévoilement. Donc, d'être capable d'accueillir quelqu'un qui vient nous voir puis qui dévoile avoir vécu de la violence sexuelle ou qui dévoile se sentir inconfortable dans une situation, mais qui n'est pas nécessairement en mesure de mettre le mot violence sexuelle. Puis là, c'est important dans un cas, tu sais, je ferais quand même du pouce. C'est important de faire attention de ne pas amplifier. Donc, par exemple, si quelqu'un nomme pas la violence sexuelle, mais on peut lui dire que c'est pas correct sans changer ses mots. Donc, si elle dit, par exemple, je me suis fait toucher un sein, j'ai pas aimé ça, ou je me suis fait dire des propos, puis j'ai pas aimé ça, mais nous, on sait pertinemment que ça fait partie du spectre des vax, mais de mettre le mot à la place de la personne, ça peut créer de la détresse supplémentaire. Après ça, tu sais, sachant aussi que selon une étude en France, là, 90% des gens sont des témoins considérés comme passifs, donc qui ne sont pas nécessairement en mesure de reconnaître ou encore d'agir lorsqu'il y a une situation de violence sexuelle, mais de justement partager des stratégies de témoins actifs, donc de personnes qui peuvent reconnaître et ensuite intervenir. Mais ça occupe une place très, très importante aussi dans la prévention. Puis aussi dans la lunette diversité-inclusion, de sensibiliser au privilège de dénoncer puis d'intervenir et ensuite d'inviter à la responsabilisation pour faire cesser la violence à caractère sexuel. Ensuite, là, je vous parle, là, coupez-moi si jamais, mais comment est-ce qu'on fait pour que le gars ou la fille, dans son équipe de sport, de football, de basket, qui entend une remarque, intervienne puis dise que ça ne passe pas? Parce que ce qui est le plus fréquent, finalement, c'est ce qui est pernicieux, ce qui est subtil, puis il faut se donner les moyens d'agir par rapport à l'inconfort, puis reconnaître finalement ces violences-là, sortir du mythe de la ruelle sombre, de l'agresseur inconnu qui utilise la force physique, parce qu'effectivement, comme Marianne l'a nommé, 80 à 85% des personnes victimes survivantes connaissent la personne qui a connu la violence sexuelle.
Au collectif social, la formation a comme objectif de rehausser le sentiment de capacité d'agir, puis la perception aussi que l'action peut faire la différence. Donc, il n'y a pas de petits ou de grands gestes, puis que tout compte. Puis au-delà de tous ces défis-là, j'espère sincèrement que cette table ronde-là vous a inspiré aussi par rapport à l'approche de l'enseignement supérieur pour vos milieux, parce qu'elle a un potentiel d'action structurante puis d'initiatives qui prennent réellement en considération les besoins particuliers des personnes marginalisées. Merci beaucoup. Un énorme merci, mesdames, d'avoir pris part à cette table ronde. C'était très riche. On doit passer maintenant au bloc 2.